La malédiction de Salem de Karine Gors. Chapitre 1. Le sort de Némésis. Août 1691. Sur les hauteurs de Salem, des éclats de voix et les pleurs d'une enfant s'échappent d'un manoir cossu surplombant la rue principale. C'est ici que vivent Meredith et Artus Will, un tout jeune couple d'une vingtaine d'années. La jeune femme est grande et sèche, avec de longs cheveux bruns relevés en un chignon planté sur le haut de son crâne. Ses yeux noirs et son nez épais lui donnent un air sévère et antipathique. Lui est plutôt bel homme et aussi grand que sa femme. Il a également les cheveux noirs dont les boucles tombent légèrement sur sa nuque, mais son visage est adouci par le bleu de ses yeux. Leur petite Anya, qui a hérité de la noirceur de leurs cheveux et des yeux de son père, est seulement âgée de 6 mois, et en cet instant, elle pleure à chaudes larmes, effrayée par les cris de ses parents. Or, pour l'heure, aucun d'entre eux ne juge bon de s'en préoccuper, trop accaparés qu'ils sont à se jeter au visage des assiettes en émail et autres cruches. « Tu es complètement folle !» hurle Artus à l'encontre de sa jeune épouse. « Je suis folle ? Tu sacrifies notre famille pour cette sorcière et c'est moi qui suis folle !» fulmine Meredith, le visage à la fois rouge de colère et baigné de larmes. « Non seulement tu bafoues notre union, tu renies notre fille unique, mais surtout tu remets en question notre condition pour te vautrer à loisir avec cette sorcière. Sorcière, sorcière, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Elle n'est pas uniquement une sorcière, elle est aussi, et j'ai envie de dire, elle est surtout une femme douce et aimante. »« Douce et aimante ? Laisse-moi rire, » reprend nerveusement Meredith. « Toi, un nécromancien, tu te parjures et tu renies tous nos semblables pour une aventure d'un soir avec une sorcière blanche qui plus est. » »« Ce n'est pas une aventure d'un soir, » s'agace Artus, déglutissant après chaque mot, faisant ainsi tressauter le jabot de sa belle chemise blanche. « Je suis très amoureux d'elle. Aussi, je pars vivre avec elle dès ce soir. Adieu, Meredith. »« Et Anya, que fais-tu d'elle ?» demande la jeune femme, tentant d'amadouer son époux en montrant du doigt la petite qui continue à brailler dans son berceau de bois. « Je ne voulais pas de cet enfant, ni aucun autre avec toi d'ailleurs. Tu sais comme moi que ce sont nos familles respectives qui ont organisé cette comédie de mariage, et cela au nom de nos conditions. Il n'y a jamais eu d'amour entre nous et il n'y en aura jamais, annonce Artus sans ménagement et sans émotion aucune. Moi je t'aime. Quant à nos conditions de nécromancien, elles ont bien entendu joué un grand rôle dans notre union. Tu as bien conçu avec moi notre petite Anya. Nos pouvoirs réunis en elle vont permettre à la magie noire de prospérer. Manquerait plus que tu batifoles avec une putride, ricane sarcastiquement la nécromancienne. La jalousie te rend ridicule, Meredith. Bon sang, regarde-nous, coincés dans nos vêtements étriqués et guindés, occupant ce manoir avec les corps sans vie des véritables propriétaires gisant à la cave. Tout ça parce que tes parents voulaient la plus belle maison de Salem pour leur petite Meredith chérie. Je suis jeune, et même si je suis un sorcier de magie noire, je ne me sens pas à ma place dans cette nature de nécromancien. L'amour ne se mesure pas à la force de nos pouvoirs. » Soudain, Artus stoppe net sa plaidoirie en arrêtant in extremis d'un geste de la main l'énorme couteau à viande qui, après s'être soulevé seul de la planche à découper, se dirigeait à toute vitesse en direction de son cœur. Le couteau tombe au sol en faisant résonner sa lame sur les carreaux de marbre. Les deux époux terribles se lancent à présent des regards haineux, ne disant plus un mot. Le jeune homme regarde sa belle chemise blanche dont le tissu arrosi par un léger filet de sang et qui laisse entrevoir son torse musclé. Le nécromancien rompt le silence et clame « Venez à moi !» À ces mots, son manteau s'enfile sur lui et son chapeau se visse sur sa tête. Artus ouvre la porte d'un petit moulinet de sa baguette magique en ronce de noyer, puis il sort sans même se retourner vers sa femme et sa fille. Cependant, à peine met-il un pied dehors que le ciel bleu haussien s'assombrit avec l'arrivée de nombreux et épais nuages noirs. Quelques gouttes de pluie commencent doucement à tomber. Très vite,
Elles grossissent et s'écrasent avec fracas sur le sol et les toits. Artus relève la tête tout en maintenant son haut de forme, soufflant de lassitude. C'est alors que 3 éclairs successifs tombent simultanément tout autour de lui. Ce n'est que grâce à ses pouvoirs magiques qu'il réussit par miracle à les éviter. Il poursuit son chemin en pressant le pas, et lorsqu'il arrive au niveau de l'arche d'une terrasse, il disparaît dans la pénombre de la nuit qui commence à tomber à mesure que l'orage déclenché par Mérédith s'installe. Depuis ce jour, plus personne ne revut le nécromancien, pas même sa famille. Artus s'est-il enfui en sécurité auprès de la sorcière blanche dont il s'était pris? A-t-il subi un sort vengeur de la part de son épouse trompée? Nul ne le sait. Mérédith, quant à elle, ne se remet pas de cet affront et de l'humiliation qui en découle. Durant de longs mois, les reproches de sa famille ainsi que ceux de l'entourage de son époux Volage l'ont assailli. En effet, les parents d'Artus lui reprochent avec un culot effroyable de ne pas avoir su garder son mari. Petit à petit, tout le monde la renie et la laisse à son triste sort, elle et sa fille. Durant 6 mois, nuit et jour, la pluie tombe sans discontinuer au rythme des larmes de la nécromancienne. Cependant, un matin de février 1692, la jeune femme laisse sa colère prendre la place de son chagrin. Ils vont tous voir qui est la véritable Mérédith Artéphus. Je ne veux plus porter le nom de ville, qu'il l'emporte avec lui là où il se cache. Ils vont tous payer de m'avoir traitée comme une infectée et de penser que je suis faible comme une terrestre. Je vais leur montrer quelle nécromancienne je suis. Ils vont regretter d'avoir été aussi hautain. Que mes larmes sans fin ruissellent, que le froid de mon cœur envers les sentiments les gèle, maintenant et pour toujours, que devant les sorcières se dressent d'invisibles barrières, afin qu'elles ne connaissent jamais le véritable amour. Ainsi, depuis ce terrible jour, la vie de tous les êtres humains sur terre est devenue un véritable enfer. Mérédith, rongée par le chagrin et portée par son désir de vengeance, vient de changer à tout jamais la destinée des sorciers, des terrestres, ces humains sans pouvoir magique, mais également des nécromanciens. Malheureusement, il y a une personne que la sorcière noire a oubliée, c'est sa propre fille Anya. En effet, cette dernière, imitant sa mère, va vouer son existence au rejet de l'autre et à la vengeance qui finiront par la conduire à la folie. Mais ne voulant pas se soucier des conséquences, c'est tout naturellement qu'une idée vient à l'esprit de Mérédith. Elle s'enferme quelques jours durant dans sa salle de potions afin de s'entraîner à quelques sorts. Pendant ce temps, elle confie Anya à la nourrice, nécromancienne elle aussi. C'est une femme de 160 ans, au buste épais, supportée par ses 2 jambes pourtant très maigres. Son visage émacié est entouré de longs cheveux blancs décoiffés et ses yeux noirs surplombent son long nez pointu planté en son milieu. Elle utilise surtout ses pouvoirs pour gérer la petite plutôt que pour s'activer elle-même. Il faut dire que les nécromanciennes n'ont pas la réputation d'être très maternelles. La vieille nourrice, répondant au nom de Georgia, se contente de poser ses énormes fesses dans le fauteuil à bascule installé devant la cheminée. Elle agite sa baguette magique pour faire voler le biberon de lait jusqu'au gosier de la gamine et édifier un mur invisible, empêchant ainsi Anya de quitter le périmètre défini par ses soins. Or, l'enfant développe déjà ses propres pouvoirs. Ainsi, tandis que Georgia commence à s'endormir en calant son double menton entre ses 2 seins qui manquent de s'échapper du décolleté de sa robe, la petite active d'un simple geste le rythme du balancement du fauteuil. La vitesse augmente à mesure que la gamine rit et ce qui devait arriver arrive. Georgia se retrouve les 4 fers en l'air, sa robe et son jupon rabattus sur le nez, laissant entrevoir son panty. Une fois ses esprits retrouvés, la nourrice soulève Anya avec sa baguette et la fait monter et descendre durant plusieurs minutes. « Alors, petite, tu ne ris plus ?» demande la vieille femme. « Pourtant, le sort de l'élévateur est très drôle. » «
Que fais-tu donc avec ma fille ?» demande Meredith tout en faisant irruption dans la pièce sans crier gare. « Nous jouons simplement au sort de l'élévateur, » répond hypocritement la nourrice. « Elle adore ça. » À peine a-t-elle dit cela qu'Anya, qui a des hauts le cœur à force d'être ballottée dans tous les sens, se met à rendre le contenu de son biberon. Aussitôt, la nourrice le dévie habilement dans la cheminée d'un discret coup de baguette. « Elle va finir par être malade, » la prévient sa mère qui a le dos tourné. « Pensez-vous, madame, elle adore ça, je vous dis, » ment encore Georgia au moment où le vomi s'écrase sur les flammes de la cheminée, laissant se répandre une odeur nauséabonde. « Je dois m'absenter, j'en ai pour la journée. Veille à ce que ma fille soit couchée à mon retour, je n'aurai pas le temps de m'occuper d'elle. » « Comme toujours, » marmonne la nourrice. « Que dis-tu ? » ?»« Oh, rien, madame, je disais juste que ce sera fait comme à votre demande. » Meredith dessine un point d'exclamation dans les airs avec sa baguette d'ébène et sa cape vient aussitôt se nouer autour de ses épaules, dont la large capuche se relève sur sa tête. Sans même un regard, elle lance à la petite. « Soyez sage, Anya, je rentrerai tard. » Elle sort sous la pluie battante et d'un pas déterminé, elle se dirige vers le village. « Pourquoi ne se sert-elle pas du sort de l'imperméable ?» s'interroge la vieille nécromancienne. Contrairement à ce qu'elle pense, sa maîtresse sait parfaitement ce qu'elle fait. Meredith poursuit son chemin jusqu'à la première maison et frappe à la porte. Un homme d'une trentaine d'années lui ouvre. Ce dernier découvre sur son perron une jeune femme trempée, mais surtout en pleurs. Ses larmes sont si grosses qu'elles se mélangent aux gouttes de pluie ruisselant sur son visage, faisant ressortir ses yeux rougis de chagrin. Le maître de maison, touché par la détresse de Meredith, la fait entrer. Depuis le manoir, Georgia observe toute la scène sans se douter de ce qu'il se trame. Meredith ressort quelques instants plus tard de la maisonnée, accompagnée de l'homme, cette fois armé d'une torche et d'une fourche. Georgia écarquille les yeux, se les frotte comme si elle avait la berlue, boit une nouvelle gorgée de la potion de vue claire et fixe à nouveau la ruelle. Elle y voit désormais sa jeune maîtresse frapper à une autre porte, rentrer dans la maison et y ressortir là encore avec le mari lui aussi armé d'une torche et d'une fourche. Après plusieurs minutes de ce manège, Meredith est maintenant suivie par de nombreux hommes vêtus de pantalons à bretelles et de chemises à jabot, chaussés de hautes bottes de cuir et semblant déterminés à en découdre. Elle s'arrête, se retourne et semble leur parler. Puis, tandis qu'elle rentre chez elle affichant un sourire satisfait, les hommes se mettent à enfoncer les portes de leur propre maison dans lesquelles ils s'engouffrent tous et en ressortent en tenant fermement leurs femmes et leurs enfants. Sous les cris et les pleurs, ils rejoignent impassibles d'autres comparses qui les attendent sur la grand-place où ils construisent des potences et des bûchers au beau milieu de la nuit. En réalité, Meredith a raconté à leur femme qu'une sorcière lui a pris son mari, la laissant seule avec son bébé, avant de lui jeter un sort afin que sa famille la renie. Pendant que les couples la plaignaient, elle a subtilement versé de la potion d'illusion dans leurs verres. Une fois ces derniers envoûtés, elle a convaincu les hommes de former une milice, devenant ainsi des sycophantes, personne dénonçant leurs proches. Pire, elle a réussi à convaincre ces pauvres bougres que certaines de leurs épouses et de leurs enfants étaient eux-mêmes des sorciers et qu'ils devaient mourir sur le champ.